L'explosion parce que les canons étaient forgés avec des lamelles et donc il y avait une perte de pression qui se faisait. Et ensuite il y avait un risque d'explosion carrément de la pièce et ça pouvait être relativement dangereux. D'ailleurs on a encore une expression aujourd'hui, faire les 400 coups. Faire les 400 coups ça vient de cette époque-là. Certains disent que ça viendrait du fait qu'un canon, quand on approchait voilà, d'un 400 tirs, il valait mieux vérifier la pièce si on n'avait pas envie de se faire... Voilà. Et si un canon explose au moment du tir, tous les sergents d'armes qui sont autour sont morts. Hein. Donc nous, on préfère faire avec des techniques modernes. C'est des canons qui sont en fait, on perce quoi. On perce les tubes et on prend des tubes pleins. Donc c'est juste ça la différence. Mais sinon, toutes nos pièces là sont des reproductions de modèles d'époque. Elles sont toutes sourcées dans les années 1460, 1480. Au Moyen-Âge, le pire quand on a une armure, c'est la chaleur. Parce qu'en dessous, on a un gambison, quelque chose de matelassé, plus des parties de mailles à certains endroits qui ne sont pas protégés par l'armure. Et le pire, bon, c'est les coups de chaleur. Et à certaines batailles, il y avait plus de morts à cause des coups de chaleur. Donc bien sûr, toutes les pièces d'armure, elles sont articulées. C'est étudié pour obtenir, pour toujours avoir un mouvement correct et une bonne protection. Pareil pour les genouillères. Bien sûr, toujours placé sur un gambison pour amortir les coups. Donc ici on est sur la petite chirurgie au Moyen-Âge. Donc à savoir que la chirurgie vient initialement de l'époque antique, hein, c'est-à-dire que tout le savoir vient de là. Ça a été perdu pendant très très longtemps. Ça a été réchangé au cours des croisades avec les musulmans. Et donc ils ont pu rééchanger un petit peu à nouveau. Donc, au niveau de la chirurgie, donc on a un matériel qui est toujours sensiblement le même, sauf qu'à l'époque on ne connaissait pas l'infiniment petit, il n'y avait pas la connaissance du microbe, tout ça, donc forcément le matériel n'était pas stérile. Donc on peut retrouver ici toujours à peu près le même matériel de chirurgie, donc avec toujours les petits écarteurs. On a la petite scie. Donc ici, ça va pouvoir permettre soit de pouvoir cautériser une plaie en portant au chaud puisqu'on a un petit côté plat, ou alors de décoller les chairs, puisqu'on voit ici il y a un tranchant. On a la curette également pour nettoyer les plaies. Le scalpel qui est toujours d'actualité, la lancette. Et après ici on a ça c'est du matériel de chirurgie dentaire. Donc c'est-à-dire que c'était un cauteur à gencive. Donc après une extraction, on pouvait cautériser la gencive en portant cet instrument au feu. Maintenant je vais te filer une carte. Alors ici, il y a un instrument qui me plaît bien. Alors ici, on a un instrument qui ressemble également à un instrument qui était utilisé par le bourreau, qu'on pouvait appeler l'arrache-téton. Donc forcément, c'est un instrument qui était encore porté au feu par le bourreau, par le maître bourret. Et donc ça permettait de ramollir les chairs, et en fait c'était pour la torture, pour juste arracher les tétons. Mais ici, c'est à peu près le même outil, sauf que là ça sert pour l'extraction de flèches. C'est-à-dire que quand on avait une flèche qui était plantée, donc on parle toujours qu'on soigne le mal par le mal, donc on attrapait fermement la base de la flèche, qu'on attachait
à une arbalète qui était orientée vers le haut, armée, et on tirait. Ça permettait d'extraire réellement d'un coup sec. Donc sans bavure, sans être obligé de trop remuer, de faire souffrir le blessé. Voilà, donc après on a toujours un petit peu donc, le matériel pour retailler les os, donc le marteau et le burin, la scie pour amputer. Alors à savoir que les techniques d'amputation sont toujours les mêmes aujourd'hui, bon, sauf que maintenant ils ont du matériel quand même plus avancé, surtout stérile. Mais bon, la scie est toujours utilisée pour les amputations, la façon d'amputer, de rabattre le moignon, et tout, c'est toujours la même chose. Ensuite, il y avait surtout une histoire de croyance à l'époque. Et on pratiquait énormément la saignée. Donc la saignée, c'était en même temps pour chasser le mal. Hein. Alors, à savoir que bon, on pouvait remplir donc, une mesure, et ça pouvait aller jusqu'à 40 saignées par an sur la même personne. Du blessé. Donc en fait, c'était un petit peu toutes les blessures de guerre qu'on pouvait retrouver à l'époque. Hein, donc on voit bien qu'on ne connaît pas réellement les fonctions anatomiques. Bon, on a quand même la représentation du cœur. On voit très bien ici que par rapport aux artères, donc il y a bien le sens de tranchant pour sectionner les artères. Hein, ils ont vraiment trouvé les choses pour vraiment faire mal. Ici sur les champs de bataille, pareil, on avait pour habitude aussi de mettre des coups de lance dans les pieds. Parce qu'il faut savoir qu'aussi au Moyen-Âge, donc le but, ça n'était pas forcément de tuer l'adversaire, surtout si c'était un seigneur, puisqu'on pouvait en obtenir rançon. Hein, ça a toujours été le nerf de la guerre, ça a été l'or. Donc on préférait justement faire des blessés pour les seigneurs pour récupérer une rançon. Donc là, on a le coup de lance dans les pieds, bon, les blessures par flèche, mais il y a également aussi le coup de massue, donc qui représente en fait les fractures, parce que on avait, c'était beaucoup plus difficile de se remettre d'une fracture que d'une petite blessure. Wagga, hops, et voilà le résultat. Wow, extraordinaire. Attends mon garçon, ne bouge pas, je vais te retirer ça de l'oreille. Une boule. C'est une boule magique, regarde bien mon garçon. Tu la vois? Je la prends, je la lance. 1, 2, 3, hop. Bah, what? Une boule. Alors regarde bien. Tu souffles dessus? On en a deux. Deux boules. Tu mets ta main comme ça? Très bien. Alors regarde bien. Une pour moi. Et celle-ci pour toi. Tiens, tu prends ta main. Toucher pour voir si c'est une vraie. Hop, je pousse. Je te la lance, tu ouvres ta main. Et on a deux, oui. Des boules. Ah oui, c'est des bonnes petites boules. Deux boules. Alors tiens mon garçon. Attends, la pièce de 2 euros, si tu veux qu'elle disparaisse encore. Voilà. Tu vois bien ta main? J'en ai une troisième ici.
je vais te lancer. Attention. Hop, tu ouvres ta main. 1, 2 et 3 boules. Tiens mon garçon, tu viens là? Voilà. 1, 2, 3. Tu les prends. On va en chercher encore une ici. Tu la vois bien? Oui. Hein. Comment? Tu la vois pas? Elle est là maintenant, regarde. Tu la vois. Hein. Je la prends, je te la lance. Hop, ta main. Ah, voilà! Elle est arrivée. 4 boules. 4 boules, on devient ma boule. Tiens mon garçon, attention, tu te retournes comme ça. Voilà, ta main bien haute. Je prends la baguette magique, tu répètes après moi la formule magique, hein, d'accord? Abracadabra. Abracadabra. Waga. 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 Très bien, tu ouvres la main. Oh! Une toute grosse boule! Mais ça, c'est du lamèche. Pourquoi alors? Pour vous divertir, vous les humains? Ah ben voilà, tu vois, l'important de regarder les oiseaux, c'est qu'après, quand tu les regardes, tu sais ce que tu fais. Moi, j'ai pas beaucoup joué. De bien leur donner la main. Ça va. Oh, Arthur! Où t'es le feu? Attention! Bout de feu! Bout de feu! Non. C'est bon. Attention, bout de feu! Bout de feu! Ah bien! Les petits bébés qui sont là. Vas-y Max! Vas-y Max! Allez Max! Bravo! Tu l'as reçu. Du côté il est vendu. Aïe aïe aïe. Il bouge pas, les gars, il bouge pas. Tu peux regarder mais pas dépasser. Et quand tu veux... Ah, attends. Tu tires. C'est pour avoir un petit plus stable.
14, c'est bon. Ouais. Très bien, bravo. Alors je vais prendre un plan d'ensemble. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, un peu de tout, hein. Oui. C'est mon devoir, hein. Tout ce qui est à base de métal, c'est moi qui le travaille, qui le façonne. Vous faites aussi des armes? Oui, éventuellement très peu parce que c'est pas toujours évident, mais j'en fais que là notamment, j'ai à peine commencé une épée là, donc bon, elle est encore au tout début, mais D'accord. petit à petit ça viendra. Des outils de travail? Éventuellement, oui, ça aussi. J'ai déjà fait des outils pour le jardinage par exemple, simplement. Hein, On fait des concours que personne ne connaît d'ailleurs, des modèles qui existaient au 14e, 15e. Par contre, ça, c'est ce truc-là, il est assez amusant parce que ça, c'est chinois. Ah oui, Ça c'est du date, bambou dessus. Ça date entre le 3e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Et donc, bon, précision, nulle. Distance de tir, pas terrible non plus. C'est chinois quand même. Hein. Mais par contre, pour l'époque, ils avaient inventé le magasin. C'est-à-dire que ici, la raclette, elle s'enlève et mettait les carreaux l'un sur l'autre, sans empennage. Donc c'est pour ça que... Bon, hein. Mais quand les Chinois se battaient contre d'autres peuples, bah, ils mettaient combien? Il y avait 200 000 personnes sur le champ de bataille. Alors à 30 mètres, bourré, les yeux fermés, il avait quelqu'un, quoi. Hein. Bon, par contre, chaque fois, hop, ils pouvaient réarmer comme ça. Et le carreau tombait. Ils avaient inventé le magasin que nous, on a inventé pour les flingues au 19e siècle. Et ça date du 3e. C'est dingue, hein. Nous, on a inventé le magasin pour les flingues au 19e. Les Shintok l'avaient inventé 600 ans, entre 300 et 600 ans avant Jésus-Christ, avant Jean-Claude. Hein. Et donc, mais c'est dingue, hein. Et c'est ça l'intérêt de ce type d'arbalète. Bon, pour l'anecdote, ils utilisaient des modèles similaires encore au 19e siècle, les Chinois, pendant leur guerre sino-japonaise contre les Japonais. Enfin, les Japonais, il y avait encore les samouraïs à cette époque-là. Hein. Donc c'était encore des guerres médiévales au 19e. Et nous, on a été leur enseigner la guerre moderne. Vous voyez qu'on a quand même une mission civilisatrice. Hein. Ah, c'est pas mal. Vous êtes trempé dans quoi? Dans la cire. Ah, d'accord. Et dans l'eau après pour la refroidir? C'est pour la refroidir plus vite pour qu'elle puisse se grossir quand vous la trempez à chaque fois dans la cire. D'accord. Donc c'est une fois dans la cire, une fois dans l'eau, et ainsi de suite. Pas trop haut parce qu'on ne peut pas tuer le chien derrière. Waouh! Super! C'est pas mal. Je m'appelle Galitrap, je suis un corrigan conteur. Vous connaissez les corrigans, non? Pas du tout. Les corrigans, en fait, c'est comme vous les humains. Vous faites partie de la race humaine, vous, on est bien d'accord. Et si vous êtes un humain qui habite en Chine, on vous appelle un Chinois. Si vous êtes un humain qui habite en France, on vous appelle un Français. Et si vous êtes un humain qui habite aux États-Unis, on vous appelle un États-Unien. Jusque-là, tout va bien. Bah, les lutins, c'est pareil. Je fais partie de la race des lutins, mais les lutins, suivant leur endroit où ils habitent, ils s'appellent différemment. Par exemple, les corrigans, c'est plus les lutins de Bretagne, voyez-vous. Les monts d'Arrée, tout ça, la forêt de Paimpol. Et si vous allez en Alsace, vous pouvez avoir les sauterets, par exemple. Ou alors en Irlande, les léprechaunes et les farfadets. Enfin bref, c'est un peu comme vous, voilà. J'ai une petite mission en fait depuis qu'on a perdu notre ami Chantefeu. Alors on était à la taverne de la Licorne Bleue, voyez-vous, on était en train de boire une petite boulette de cidre tranquillement et là, d'un seul coup, sans qu'on comprenne quoi que ce soit, Chantefeu il a disparu comme ça. Alors on a été voir Kémentari, là, notre grande prêtresse et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit qu'en fait les humains rêvaient de moins en moins. Bah oui, parce que nous, les fées, lutins, farfadets, dryades, amadryades, sirènes, Père Noël, marchands de sable, qui vous voulez, on n'existe que si vous croyez en nous, on est bien d'accord. Hein. Sauf qu'apparemment, en ce moment, vous, les humains, vous croyez plus en grand-chose. Hein. Oh, si. Alors du coup, elle m'a donné cette lourde tâche de venir inciter les humains à rêver. Waouh, c'est pas gagné, hein.
Donc voilà, je me promène un peu chez les humains de temps à autre pour raconter des histoires à qui veut les entendre et partager des bons moments justement. Et aussi faire un peu de prévention pour mon peuple et aussi le vôtre du coup, ou votre peuple et le mien du coup, j'en sais rien. Enfin, voilà. Elle savait qu'il y avait un puits, un grand puits dans le fond du jardin. Mais elle avait pas le droit d'y aller, sinon elle se faisait gronder. Alors elle regarde là-bas au loin, il n'y avait personne qui regardait. Alors elle s'approche tout doucement. C'est bon, il n'y a personne. Et elle s'approche du puits comme ça, ouvre le gros couvercle en bois et commence à crier à tue-tête dans le puits. Marie Grouette, tu pètes, tu prends tes fesses pour une trompette. Si t'es pas là, tu n'existes pas. Le papa, qui lui était encore en colère et très énervé, commence à un peu paniquer. Alors il fait les 100 pas dans le salon comme ça. Il essaye de chercher une solution. Et là, d'un seul coup, il va l'idée de lui faire peur, d'appeler Marie Grouette. Alors il prend l'annuaire tranquillement. Il regarde au SAS, service d'aide aux sorcières. Il regarde tranquillement, tape le numéro. Attendez, parce qu'il faut que je prenne mon téléphone. Oui, allô, c'est pourquoi? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, voilà, je souhaiterais avoir une Marie Grouette, oui, pour faire peur à ma fille, parce que voyez-vous, j'ai un puits dans le fond du jardin, elle n'arrête pas de tourner autour et c'est un peu dangereux, donc je vous... Maman! Oh non! Et pour toi! Et la vieille dame, âgée de 160 ans, et commence à provoquer Marie Grouette. Marie Grouette, tu pètes, tu prends tes fesses pour une trompette. Si t'es pas là, t'existes. Émilie était attirée dans le fond du puits par Marie Grouette, qui l'attendait avec son gros groet. Un groet, c'est un gros crochet, elle était là. Émilie s'est penchée, l'a attrapée, elle est là, dans le fond du puits. Et quand elle était dans le fond, la vieille sorcière, oh, elle ne lui a pas fait de mal. Elle lui a juste récité quelques mots étranges, en faisant... Et depuis ce temps-là, braves gens, Émilie est restée une toute petite grenouille bien verte. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez à côté des étangs, des lacs, des marais, des rivières, des puits et des ruisseaux, et que vous verrez un crapaud ou une grenouille, posez-vous la question si ce n'a pas été un enfant un peu imprudent et qui s'est penché au-dessus d'un lac ou d'un étang. Merci d'avoir écouté le conte de Marie Grouette. Parce qu'après, je peux faire des histoires qui font peur. Je veux des histoires qui font peur. Voilà. Alors, bien sûr, hein, si le spectacle il vous a plu, bah, vous en... Ah, on a pas le choix. C'est énorme. Qui a plat comme ça? Non, je veux dire là. Le I est joli. Oh, il est beau. Le R. C'est vrai, en ce temps-là, ils ne travaillaient pas dans les mêmes conditions. Tu vas soulever un petit peu ton poignet aussi, parce que sinon il va... Parce que les petits ancrés... Ça prend combien de temps nettoyer une C'est lourd, hein. Là, je mets une semaine à tout nettoyer. Maman. Hein, ça le fait pas. Hein. Je réalise des bijoux en micro-macramé avec des pierres semi-précieuses. Une technique qui consiste à faire des nœuds pour sertir en fait, les pierres et puis pour faire plein de formes différentes. La République tchèque, polonais, tout ça, beaucoup les pays de l'Est qui travaillent. Mais pas voilà.
secolo tornerò, pensami sempre, sai, il tempo passerà. Questa volta ho deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu di non poterne più? Dentro a quel mezzo sorriso un po' spento ho scoperto difetti che